électromagnétisme. Donc le groupe NAFEL, donc là c'est une vieille photo, hein, c'était un groupe très masculin avant, mais on s'est un peu soigné. Maintenant il y a quand même deux femmes qui sont venues nous rejoindre. Donc Marie-Christine Deur en thèse avec nous et Christelle Bougot actuellement en post-doctorat avec Henri Benisti. On travaille aussi beaucoup en collaboration avec Monder Besbès pour la modélisation numérique, Anne-Lise Coutreau pour les travaux de salle blanche et Johanna Doyen pour beaucoup de manip. Oui, j'arrive. Donc voilà. Donc c'est un groupe où on est 6 permanents, 2 postdocs et 5 thésards à l'heure actuelle. Donc le groupe NAFEL, c'est un groupe qui fait beaucoup de modélisation, de calcul numérique et de théorie. Et je vais faire mon petit original parce que je vais vous présenter ce qui se passe dans nos salles de manip et en particulier ce que l'on peut faire au niveau de la nanophotonique, adapté à l'émission, à la création, à la production de sources infrarouges, de nouveaux types de sources infrarouges et d'une expérience assez rigolote d'interférence quantique en utilisant des placements de surface. Donc c'est 2 exemples de ce qu'on fait en salle de manip. Donc comme je vous dis, on fait aussi d'autres choses en salle de manip et on fait beaucoup d'autres choses en modélisation. Donc l'émission infrarouge, la question est, est-ce qu'on peut trouver des émetteurs qui soient efficaces dans l'infrarouge moyen et lointain, donc à partir de 2-3 microns jusqu'à plusieurs dizaines de microns. Donc la première idée, c'est de se dire, très bien, je vais prendre une source à semi-conducteur. Les sources à semi-conducteur, grosso modo, on se débrouille d'une manière ou d'une autre pour créer des paires électrons-trous dans le semi-conducteur, ils se recombinent et ils émettent de la lumière. Ce phénomène, c'est un phénomène qui est piloté par une loi qui est au cube de la fréquence. Donc plus vous allez dans l'infrarouge, et plus votre recombinaison dans des modes lumineux est peu probable en proportion de la recombinaison vers des modes qui sont non radiatifs et que vous perdez sous forme de chaleur dans votre milieu. Donc les sources de type source à semi-conducteur, de type diode électroluminescente, c'est pas vraiment une bonne option pour aller vers des émetteurs infrarouges qui soient efficaces. Alors il y a des essais qui sont faits avec les lasers à cascade quantique, mais qui ne donnent pas grand-chose de très probant pour l'instant. Donc une autre possibilité pour faire des émetteurs dans l'infrarouge, c'est d'utiliser des sources à incandescence, hein, comme les lampes qui vous entourent actuellement. Donc on fait passer du courant dans un filament, le filament chauffe, et c'est le principe du corps noir, si ça chauffe, ça émet du rayonnement. Et puis si on chauffe très fort, le rayonnement se décale, enfin augmente et se décale de plus en plus vers le visible, et finalement vous avez de la lumière. Alors, je vous disais que du côté d'Hélène, c'était un peu cuit. Donc on s'est posé la question de est-ce que c'est possible, en allant vers les sources incandescentes, d'avoir des émetteurs efficaces et efficaces. Donc efficace, ça veut dire quoi? Ça veut dire des émetteurs qui vont pouvoir émettre dans une direction particulière de l'espace, éventuellement pilotable, qui vont émettre dans une bande de longueur d'onde contrôlée, et puis, tant qu'à faire, si on peut les moduler rapidement, ça sera aussi toujours ça de prix. Donc, on sait depuis une bonne dizaine d'années maintenant que l'on peut rendre des sources à incandescence, on peut les rendre directionnelles. Donc là, je vous montre un travail qui a été réalisé en 2005. Donc ici, c'est une source en tungstène, c'est un plan de tungstène qu'on a microstructuré, donc il y a un petit réseau lamellaire dessus. Et quand on chauffe ce plan de tungstène, on voit ici qu'il émet, alors ici c'est à une longueur d'onde particulière, il émet un rayonnement qui est très directionnel. Donc quand je dis très directionnel, le rayonnement que vous avez ici, il a une divergence qui est du même ordre de grandeur que la divergence d'un laser CO2. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très directionnel. Alors, ce que je ne montre pas ici, c'est que si je regarde à une autre longueur d'onde, j'ai une autre direction d'émission. Ce n'est pas non plus une source monochromatique, mais à une longueur d'onde donnée, elle est très directionnelle. On peut montrer aussi qu'il est possible d'avoir des sources thermiques, des sources à incandescence, qui sont très monochromatiques. Donc il y a eu des travaux qui sont assez récents, en 2012, 2011 ici, où on peut voir un pic monochromatique qui apparaît dans le spectre, ici à 1000 cm-1, c'est-à-dire à 10 microns. Et voilà, donc on arrive à faire du directionnel, on arrive à faire du monochromatique sur de l'émission thermique. Alors tout ça, ça se base sur un concept qui est le concept d'émissivité. Donc quand on s'intéresse à une source à incandescence, on va caractériser son émission par sa luminance. Donc la luminance dépend de la longueur d'onde, de la direction dans laquelle vous regardez votre rayonnement et de la température de l'objet que vous considérez. Donc cette luminance, elle est proportionnelle à la luminance du corps noir, qui dépend que de la température, enfin et de la longueur d'onde évidemment, et puis d'un facteur qu'on appelle l'émissivité.
Donc cette émissivité, c'est un facteur qui n'est pas une propriété intrinsèque du matériau, même si, suivant le matériau, on n'a pas forcément les mêmes émissivités, mais qui va être une propriété de la surface du matériau. Et en fait, si on choisit bien les surfaces, si on choisit bien les structures, on va pouvoir designer cette émissivité et s'en servir comme d'un filtre pour l'émission thermique. Donc, on chauffe le corps, donc il va émettre, ça c'est le rayonnement du corps noir, et puis on joue sur l'émissivité, et ça va nous faire le filtre, donc on va avoir quelque chose de directionnel, ou de monochromatique, ou, et c'est ce que je vais vous présenter, une manip qu'on a fait ici, ou bien de pilotable très rapidement. Donc l'exemple que je veux vous montrer, c'est comment est-ce qu'on peut moduler rapidement l'émission thermique. Donc c'est une manip qui a été faite, enfin c'est une manip, un objet qui a été réalisé par Simon Vassan lorsqu'il était en thèse avec nous et qui a été publié l'année dernière. Donc l'objet est constitué d'un empilement de semi-conducteurs sur lequel il y a un réseau métallique, c'est un réseau d'or. Donc on peut appliquer un potentiel entre le réseau métallique au-dessus et le substrat, qui est un substrat de semi-conducteur dopé, en dessous. Au milieu, ici, l'élément intéressant, c'est un film fin, d'une vingtaine de nanomètres, qui est en arsenure de gallium, en GaAs, et qui est entouré d'un matériau qui est de l'AlGaAs. Et donc, finalement, les gens qui connaissent bien reconnaissent ici un puits quantique, sauf que nous, on détourne astucieusement l'utilisation classique du puits quantique pour notre activité. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc l'idée, c'est de dire, cet objet, si je viens le chauffer, il va émettre à une longueur d'onde précise. Enfin, à une longueur d'onde précise, je vais pouvoir moduler son émission thermique très rapidement. On s'attend à des modulations de l'ordre du gigahertz. Pour mesurer ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on a envoyé de la lumière sur cet objet et on a regardé en réflexion. Et les lois de Kirchhoff nous disent que l'émissivité que l'on cherche à caractériser est égale à l'absorptivité du matériau. Donc si je veux caractériser ça de manière simple, j'éclaire, je regarde la réflexion, et puis moins j'ai de réflexion, plus j'ai d'absorption, et plus j'ai d'absorption, plus j'aurai d'émissivité quand je chaufferai mon matériau. Donc on va jouer là-dessus. Donc la question est, comment ce dispositif absorbe à la longueur d'onde à laquelle je veux travailler, et pourquoi cette absorption, je peux la piloter très rapidement. Alors, on se base sur un effet, sur deux choses. D'une part, le fait que l'on puisse exciter des ondes de surface. Donc les ondes de surface, c'est un terme assez générique qui correspond exactement au placement de surface dont a parlé Julien ce matin lorsqu'il a présenté certains travaux du groupe de biophotonique. Et un effet qu'on appelle l'effet ENZ, E pour epsilon et NZ pour near zero. Donc je vais revenir dessus. Donc une onde de surface, c'est une onde électromagnétique là, que je représente ici, qui existe à l'interface entre deux matériaux. Donc ici je mets le GaAs et ici la LGaAs. Elle se propage le long de l'interface plane, ici, puis elle décroît exponentiellement dans la direction perpendiculaire dans les deux matériaux. Alors, c'est une résonance électromagnétique, elle existe dans les équations de Maxwell, et pour la trouver, on écrit les équations, et on trouve qu'il faut que la partie réelle de la constante diélectrique du matériau du dessous doit être inférieure à l'opposé de la partie réelle de la constante diélectrique du matériau du dessus. Si je mets la LGaS et le GaAs ensemble, là, donc c'est les deux parties réelles des constantes diélectriques que vous avez là et là, et en fait, dans la bande grise, on remplit exactement cette condition-là, donc les ondes de surface existent dans le type de matériau auquel on s'intéresse. Elles existent dans un domaine de longueur d'onde qui est le domaine terahertz. Ici, on est aux alentours de 30 microns. Bien. Alors, moi, je ne vous ai pas parlé d'un milieu semi-infini de GaAs. Je vous ai dit qu'on avait un puits quantique. On avait un film de GaAs d'une vingtaine de nanomètres d'épaisseur. Qu'est-ce qui se passe quand je diminue, quand je passe d'un milieu semi-infini à un film mince? Eh bien, il se passe que j'ai des modes qui existent sur la face du dessus, des modes qui existent sur la face du dessous, et plus le film est mince, plus les modes peuvent se causer, et plus je vais avoir de couplage entre les modes. Et donc, il faut que je regarde ce qui se passe en fonction, finalement, de l'épaisseur de peau, c'est-à-dire de combien le champ électromagnétique peut pénétrer dans le matériau jaune ici. Alors, quand je diminue l'épaisseur, vous voyez ici que je passe, pour le cas d'un milieu infini, de la courbe noire, donc ça, c'est une relation de dispersion, à la courbe rouge pour un film de 500 nanomètres d'épaisseur, et à la courbe orange pour un film de 22 nanomètres d'épaisseur. Donc ces ondes de surface existent, mais elles changent de relation de dispersion, simplement. Bien, et là je vais m'intéresser à cette branche de la relation de dispersion. Donc ici, on a une bande verte, qu'on avait juste ici, d'accord, et je n'ai pas trop détaillé à quoi elle servait.
Donc ici, j'en suis aux ondes de surface, donc les ondes de surface existent, et ici, j'arrive dans cette bande verte, et cette bande verte, elle correspond en fait à un endroit où la partie réelle de la constante diélectrique du GAS, du film, est très proche de 0. Elle passe par 0. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire, quand j'écris les équations de continuité des champs électromagnétiques, j'écris la continuité du vecteur déplacement électrique, la composante normale du vecteur déplacement électrique, et j'ai cette relation entre les constantes diélectriques et les composantes normales des champs électriques aux interfaces. Et ce que je constate, c'est que le champ électrique dans le film de GAS divisé par le champ électrique dans la LGAS peut prendre une valeur qui va sauter au plafond si la constante diélectrique du GAS tend vers 0. Donc si cette valeur saute au plafond, ça veut dire que dans le film de GAS, je vais avoir un champ électromagnétique extrêmement confiné. Donc j'ai un champ très fort. Donc ici, c'est une cartographie de champ, donc c'est de la modélisation numérique, dans lequel on arrive avec un champ qui vaut 1, et vous voyez ici l'échelle de couleur. À l'intérieur, ici, il prend des valeurs qui vont jusqu'à 200. Donc c'est dans un film de 22 nanomètres d'épaisseur, hein, c'est tout petit. Et si le champ est très important ici, eh ben, je vais avoir d'autant plus d'absorption, parce que même si la constante diélectrique est proche de 0, elle a toujours une petite partie imaginaire, et si elle a une petite partie imaginaire, j'ai des pertes dans le matériau. Et les pertes sont proportionnelles à la partie imaginaire de la constante diélectrique et au module carré du champ. Donc si le module carré du champ est très grand, j'ai de l'absorption ici. Donc ce dispositif, quand je l'éclaire avec une onde à cette longueur d'onde-là, donc cette longueur d'onde-là c'est 34 microns, à 34 microns, j'ai 45% d'absorption dans un seul film de GAS, qui fait 22 nanomètres d'épaisseur, donc qui est lambda sur, je n'ai même pas calculé combien, mais beaucoup. Bien. Alors, maintenant, on s'intéresse au fait qu'on puisse moduler rapidement cette absorption, et donc, plus tard, l'émissivité. Comment est-ce que je fais? Alors, je vais appliquer une tension entre le réseau qui est au-dessus et le substrat qui est en dessous. Alors, je n'ai pas dit, mais le réseau qui est ici, il sert à coupler l'onde propagative incidente aux ondes de surface qui constituent le mode qui est dans le film de GAS. Donc, je vais imposer une différence de potentiel entre les deux ici, et en imposant cette différence de potentiel, je vais peupler plus ou moins le puits quantique d'électrons. Et si je le peuple plus ou moins d'électrons, je vais changer la constante diélectrique du GAS. Quand il a des électrons ou quand il n'a pas d'électrons, il ne va pas prendre la même valeur. En particulier, l'épaisseur du film de GAS, et là on se sert du fait que c'est un puits quantique, fait que je vais avoir des états discrets d'énergie pour les électrons, et que je vais avoir des résonances à des fréquences bien précises. Donc je calcule l'épaisseur du puits de manière à ce qu'il y ait une résonance à 34 microns. Si j'ai une résonance à 34 microns, j'ai une résonance pour la constante diélectrique, et donc je vais avoir un effet visible macroscopiquement. Donc tout à l'heure, la constante diélectrique du GAS était très proche de 0 et j'avais beaucoup d'absorption. Si j'impose une différence de potentiel, je mets des électrons dans le puits, et si je mets des électrons dans le puits, je rajoute cette contribution ici, et cette fois-ci, la constante diélectrique s'éloigne de 0. Si ça s'éloigne de 0, j'ai plus d'absorption, et donc j'ai plus d'émission. Donc c'est ce qu'on a pu constater. Donc là, c'est des mesures en réflectivité. Vous voyez, à 34 microns et des brouettes, vous avez ici, donc là, c'est une variation de réflectivité relative, une variation de réflectivité assez importante qui va jusqu'à 60%. Donc là, actuellement, avec Johanna Doyen, on est en train d'essayer de mesurer la bande passante de modulation. On s'attend à des bandes passantes de l'ordre du gigahertz, donc ce qui serait une première pour des observations d'émissions thermiques. Donc je peux dire aussi que c'est un travail sur lequel on a commencé à collaborer aussi avec Miguel Brenner aux États-Unis sur d'autres possibilités de matériaux qui sont ENZ, donc epsilon near 0. La deuxième manip dont je voulais parler, mais j'ai beaucoup moins de transparent dessus, c'est une manip assez transverse finalement, où on va essayer de faire la manip Ongu-Mandel, dont a parlé Lionel tout à l'heure, mais cette fois-ci avec des placements de surface. Donc l'idée, je ne reviens pas dessus, c'est vous envoyer deux photons indiscernables sur une séparatrice, les deux vont aller par là, ou les deux vont aller par là, mais vous n'avez pas de croisement ou de réflexion. Donc ça marche en faisant, enfin on fait une courbe de coïncidence et puis on voit un trou comme ça. Donc nous on veut essayer de le faire, mais à la place des photons ici arrivant sur une séparatrice, on veut les envoyer, enfin on veut avoir des placements arrivant sur une séparatrice à placement. Donc c'est ce qu'on veut essayer de faire. Je signale quand même que ça vient d'être fait, mais pas par nous, par des gens aux Pays-Bas. Donc ça vient d'être publié en août 2013. Donc ils ont fait un dispositif dans lequel ils créent des paires de photons indiscernables à l'aide d'un cristal non linéaire. Ils envoient ces paires de photons sur deux
fils en or. Ces deux fils en or sont rapprochés et donc vous avez une interférence ici, puis il va mesurer ce qui se passe à cet endroit-là. Et puis vous avez la coalescence, donc vous avez les deux placements qui vont là ou les deux placements qui vont là. Alors nous, l'idée est un peu similaire, mais sur un cas de figure qui ressemble beaucoup plus au cas d'école des placements, pour des placements qui sont vraiment des placements qui sont sur une grande surface plane d'or. Donc j'ai oublié de dire que c'est un travail qu'on fait en collaboration avec le groupe d'optique quantique, Gaëtan Messin, et je pourrais même exagérer en disant que c'est quelque chose qu'on fait en collaboration avec le LP2M, parce que c'est sur un échantillon qu'a optimisé Philippe Lalanne. Bon, à l'époque où il était ici, mais quand même. Donc l'échantillon, c'est le suivant. Vous avez un échantillon en or, donc c'est 300 nanomètres d'or. Et sur ces 300 nanomètres d'or, on a gravé des réseaux, des traits, des fentes, qui ressemblent à ça. Donc ici, vous avez un réseau là, un réseau là. Ces réseaux servent à coupler des photons à des plasmons. Ici, on a gravé deux traits qui ont été très optimisés, à quelques dizaines de nanomètres près, d'écart, de profondeur, etc., qui sont une séparatrice à plasmons. Et ici, on a gravé deux fentes qui vont nous servir de détecteurs. Donc on va reconvertir les plasmons en photons, puis détecter les photons derrière. Donc ce dispositif existe, il a été fabriqué à Strasbourg, c'est aussi une collaboration avec Strasbourg. Et donc là, la manip est quasiment entièrement montée pour être réalisée. Donc on espère dans les mois prochains avoir les premiers résultats. Voilà, je vais laisser la parole à Jean-Jacques pour présenter une autre partie de notre activité. Donc, ce que je vous... Oui, on a fait un test, je vous confirme. Donc, je vais vous présenter un travail qui est un travail de... Alors, qu'est-ce qu'il y a? Je ne dois pas bouger en dehors d'une zone? Je n'ai pas le droit de descendre. C'est extraordinairement contraignant. Donc, je vais vous présenter un travail de Henri Benisti. C'est un concept qu'il a introduit il y a quelques années, qu'il a développé théoriquement. Et nous avons les prémices des résultats expérimentaux, mais c'est essentiellement théorique pour le moment. Donc il s'agit d'introduire un concept qui est bien connu dans un domaine théorique. Et toute l'astuce d'Henri a été, premièrement, de connaître ça, et de voir l'analogie que l'on pouvait faire avec le domaine de la plasmonique, et donc d'importer le concept de la PT symétrique, je vais vous expliquer, dans la plasmonique et voir comment on peut imaginer avoir des composants. Alors, in fine, on va avoir des applications avec un guide d'onde ici, un deuxième guide d'onde ici. Vous couplez la lumière à l'entrée de ce côté et vous voulez par exemple faire un switch. Donc, par exemple, vous voulez rentrer de la lumière ici et la sortir ici. Vous voulez moduler, vous voulez utiliser un dispositif pour faire de la mémoire. Voilà les applications possibles. Alors, la notion de PT symétrique, qu'est-ce que c'est? Ce système est composé de deux guides. Donc, vous avez ici un plan de symétrie. Et donc, vous pouvez faire l'opération parité. Vous permutez les deux guides, comme vous permutez deux particules identiques. Et donc, vous pouvez introduire un opérateur parité, comme en mécanique quantique, quand vous avez des particules indiscernables. Alors, ici, on va travailler avec des guides d'onde qui vont avoir soit du gain, soit des pertes. Et en module, ce sera la même quantité. Donc, il y a une certaine symétrie. Simplement, il y en a un, c'est du gain, et l'autre, c'est des pertes. Donc, si vous mettez un guide ici, il va croître en exponentielle GL, et puis là, ça va décroître en exponentielle de moins GL. Si on raisonne en longueur, si vous raisonnez en temps, ça sera donc exponentielle plus oméga t, moins oméga t, oméga réel. Donc, si vous faites t en moins t, évidemment, vous permutez, le gain devient des pertes, et les pertes deviennent du gain. Donc, un système comme celui-là, où vous avez une certaine symétrie entre le gain et les pertes, une certaine symétrie spatiale. Si vous faites l'opération de symétrie spatiale, ou d'échange en fait, et puis ensuite vous ajoutez une deuxième opération de symétrie qui est t en moins t, le système devient invariant.
Donc vous avez invariance par symétrie PT. D'accord? Échange des deux systèmes et T en moins T. Alors, je vous raconte la même histoire maintenant, mathématiquement. Donc je répète ce que j'ai dit. Formellement, donc, cette formulation PT, c'est, vous savez, c'est ça le cadre théorique initial. Hein. C'est de la connaissance de cette littérature qui est partie Henry. Quand vous avez des systèmes en mécanique quantique, vous avez des systèmes hermitiens, et vous savez que vous avez des valeurs qui sont des valeurs propres réelles. Alors, ça ne suffit pas à définir un système, ça c'est ce qu'a écrit Henry. Hein, ça ne suffit pas d'avoir un opérateur hermitien pour avoir un cadre de mécanique quantique. Il vous faut des opérateurs de Hilbert, des observables, du sel et du poivre et d'autres ingrédients. Je vous interprète les transparents d'Henry. A contrario, si vous avez les valeurs propres réelles, ça ne veut pas dire que votre opérateur est hermitien. Alors, voici l'opérateur. Un système de niveau simple où vous avez donc vos fréquences propres qui sont donc c'est oméga, c'est ce qu'on utilise lorsqu'on regarde des systèmes de mécanique quantique en temps, en énergie. Pour le système des guides d'onde, ces valeurs propres sont plutôt des vecteurs d'onde. Là, vous avez le gain et les pertes. Et puis là, vous avez le couplage. Donc vos deux guides vont être couplés. Alors, si vous êtes habitué à des systèmes en couplage fort ou couplage faible, suivant les valeurs du couplage et les pertes, vous reconnaissez vos petits. Vous avez la même physique. Alors, vous pouvez refaire la même discussion. J'échange les deux objets, donc j'échange les lignes et les colonnes. Je fais T en moins T, donc G devient moins G, et vous retrouvez sur cet objet mathématique l'invariance par symétrie PT. Alors, comment ça se comporte ceci et qu'est-ce qu'on peut en faire ? Si vous regardez la façon dont les valeurs propres de ce système, donc si je raisonne sur ce système physique qui est ici, quelles sont les valeurs que prennent les vecteurs d'onde pour les modes qui se propagent dans ce système de guides couplés. Ces deux guides sont couplés avec une intensité qui est donnée par kappa. Et que je trace ça en fonction du gain. Donc le gain qui est ici, et donc si j'augmente le gain, ça veut dire, parce que le système est symétrique ici, que les pertes augmentent aussi. Donc, quand vous étudiez ce genre de système, vous voyez que vous avez un premier régime ici, où vous avez deux valeurs propres qui correspondent à des propagations de modes. Et physiquement, ça veut dire que vous allez avoir un mode qui se propage ici, puis qui se coupe, donc il va en bas, et il remonte, et il redescend, et il remonte, et il redescend. Et la valeur propre correspondante est réelle. C'était ça le point de départ, elle est réelle, ça veut dire qu'il n'y a pas de perte. Alors, il n'y a pas de perte parce qu'il y a un petit peu de gain en haut, un petit peu de perte en bas, un petit peu de gain en haut, un petit peu de perte en bas, et en moyenne, il n'y a pas de perte. Et ça, évidemment, c'est lié à la symétrie. Mais si vous dépassez un certain stade, alors vous passez dans un régime où vous n'avez plus du tout ça, mais vous avez simplement, toute l'énergie va dans celui-ci et est amplifiée. C'est purement imaginaire, votre valeur propre, et il n'y a plus de propagation. Tout par là, et ça c'est amplifié, ou alors ça va là, mais là, ça meurt. Donc vous avez un switch. Alors c'est ça, c'est ce changement brutal qui va vous permettre d'envisager de faire des switches. Vous avez un point ici, qui est le point exceptionnel, une valeur particulière du gain, où votre système change de nature. Et donc vous passez d'un système où vous avez des modes qui font ça, à un système où là ça s'amplifie, et ça va saturer évidemment, et puis là ça meurt. Donc vous avez cette possibilité de changer complètement de fonctionnement. Alors, avoir des pertes et du gain symétriques, ce n'est pas possible. Donc, un système réel, c'est par exemple avoir un guide ici en métal. On va parler de guide plasmonique. Donc, les pertes du métal, elles sont ce qu'elles sont. Donc, en fait, ce nombre est fixé. Et là, par contre, vous pouvez imaginer d'amener du gain au-dessus d'un système. Et donc, ça, c'est l'une des problématiques de la plasmonique. Donc, Henry a établi le pont entre ces deux familles de concepts. Donc la question est, si l'un des deux est fixé et que l'autre varie, est-ce que je peux retrouver toute cette littérature, est-ce que je peux l'appliquer, toute cette connaissance sur les systèmes PT? Et donc c'est ce qu'il a étudié, la réponse est oui. Vous voyez, on passe de ce système idéal à ce système, mais en gros les grandes familles de comportements sont conservées. Donc ça marche. Donc on va avoir ce point exceptionnel, on va avoir cette zone ici où on a de la propagation, on va avoir cette zone où il n'y a plus de propagation, et donc des choses intéressantes qui peuvent se passer à la transition brutale. Et donc Henry a modélisé ça avec Monder et ils ont trouvé un certain nombre d'applications qui peuvent être intéressantes. Alors, un très bel exemple, vous avez votre guide ici, vous rentrez à l'entrée. Ce schéma représente le facteur de transmission, vous rentrez ici, vous sortez là.
Donc, en échelle de couleur, vous avez le log de la transmission. Ici, vous avez la longueur du guide. Et là, vous avez le gain. Donc, dans un système comme ça, la seule chose que vous pouvez moduler, c'est le gain. Vous pouvez mettre plus ou moins de gain. La longueur, elle est fixée. Donc, imaginez que vous ayez un système qui a une certaine longueur. Vous avez une certaine transmission. Donc, on a ici une certaine distance. Donc, on se met là. Pour un dispositif donné, la longueur étant fixée, vous êtes ici. En l'absence de gain, vous avez une transmission, vert clair, c'est de l'ordre de 1. Vous mettez du gain, vous allez vers la droite. Vous arrivez ici, bleu, 10 moins 1. Vous avez un système, vous mettez du gain, la transmission chute. Ça plaît beaucoup à Henri. On peut utiliser ça pour faire un coupleur. C'est tout à fait contre-intuitif. Alors évidemment, il y a des interférences cachées derrière et ce n'est pas magique. Si vous vous mettez au niveau du point exceptionnel, c'est extrêmement intéressant parce que là, vous avez un basculement brutal. Et donc là, vous avez la possibilité, avec une très faible modification du gain, de changer complètement la nature. Et donc, vous pouvez faire un switch très efficace. Si vous faites une boucle de rétroaction, à ce moment-là, pour peu que vous rentriez un petit peu ici, ça se couple, et là, ça sature. Et donc, vous avez stocké l'information. Donc là, vous avez le potentiel de faire une mémoire. Voilà, donc vous voyez que c'est un système qui est très riche et qui, c'est 3 exemples de 3 recettes, donc 3 exemples d'applications que vous pouvez faire avec les ingrédients que je vous ai présentés avant. Alors, où en est le sujet? En fait, il y a pas mal de gens qui ont travaillé sur l'aspect purement théorique, hein, c'est ça que connaissait Henri avant de l'appliquer à la plasmonique. Vous voyez qu'en fait, on publie dans PRA très récemment avec des systèmes modèles. Donc en fait, on en est relativement au début de ce thème de PT-symétrie. Vous pouvez encore faire des petites manips de démonstration élémentaires pour étudier la dynamique de ce genre de système. Donc Henri avait introduit ce concept en plasmonique il y a déjà quelques années. Il y a une ANR là, qui est sur le point de passer mais qui ne passe pas, qui est toujours du mauvais côté. Donc, il y a un consortium avec les collègues de l'IEF. Et puis, il y a une implémentation qui a été étudiée en détail théoriquement, qui n'attend qu'à être réalisée. Donc, voici à quoi ça ressemble concrètement. Le guide plasmonique est constitué de la façon suivante. Vous avez ici une surface d'or. Par-dessus, vous avez une couche de résine de faible indice. Et par-dessus, on met du sol-gel, c'est-à-dire un deuxième diélectrique, mais qui a un indice plus élevé, dans lequel on peut mettre des molécules de colorant et donc avoir du gain. Donc ici, là, vous avez du gain. Là, vous avez un guide plasmonique, donc il y a des pertes. Et vous avez un guide qui est extrêmement intéressant, qui est, en fait, sa taille est pilotée par la taille de la pointe. Donc on a un champ guidé sur un volume extraordinairement petit, et c'est là que vous avez la cohabitation entre le gain ici et les pertes là. Donc ça, c'est le système qu'on peut réaliser, qui aura toutes les propriétés étudiées théoriquement. Voilà. Alors il y avait une première essai de réalisation expérimentale de ça à l'époque où Emmanuel Rousseau était ici, donc il y a déjà quelques années. Ça faisait partie d'un projet qu'il avait présenté au CNRS et que Simon Vassan a aussi présenté au CNRS, mais vous savez qu'on n'a pas eu de succès au CNRS en section 8. Et donc ce projet est un peu bloqué par manque de bras pour porter la fabrication et l'étude expérimentale. Voilà, ça c'est un certain nombre de commentaires. Je crois que j'étais trop long, donc je crois que je vais passer. Je vais répondre à des questions si vous en avez, si je peux répondre. Ou François. Alors, le système est là, j'ai décrit ses propriétés, on peut exciter soit l'un soit l'autre. Dans les exemples que je mentionnais, il y en avait un seul d'excité. Non, la symétrie, elle est dans le système, après tu l'excites. J'ai pas bien compris. Quel rapport entre la symétrie et le fait qu'il y ait un point exceptionnel? Il y a un rapport ou non. Je comprends bien les propriétés du système qui décrit, mais la symétrie, elle est dans les propriétés de question. Je ne pense pas que le point exceptionnel soit une conséquence. Mais et quel est pourquoi tu nous as parlé de symétrie pétée au début? En fait, le système, il a des propriétés que tu décris, qu'on comprend. Mais qui sont fondamentalement... au départ, la structure... Ces propriétés sont les conséquences de la pétasymétrie au départ. Et ensuite, elles sont mises en œuvre dans l'implémentation. C'est-à-dire dans un autre système qui est le même type de symétrie, on aurait le même type de...
Si je viens ici, c'est vraiment quand oméga 1 égale oméga 2 que je trouve des solutions qui peuvent se propager sans perte. Donc l'existence du mode où la solution oscille pendant longtemps, elle est vraiment liée à cette symétrie, c'est une conséquence directe. Sinon ce n'est pas vrai, sinon j'ai des modes atténués. C'est-à-dire que quand on est strictement symétrique, je vais te le dire autrement, quand tu fais du couplage fort, tu as toujours une décroissance exponentielle. Tu trouves deux solutions, mais elles sont toutes les deux décroissantes. Quand tu es pile à la symétrie, elles vivent infiniment. Donc là, tu saisis tout de suite l'intérêt. C'est ça la symétrie. Le gain compense les pertes. Exactement. C'est ça la symétrie. Je crois qu'il y a un équivalent quantique de ça qu'on avait étudié dans le temps avec Jean-Philippe Cotin qui s'appelle le facteur Zeckerman, dans le cas Friedman. C'est le bruit qui diverge. Alors moi j'interprète Henri, donc avant d'étudier ces transparents, je ne savais rien. Donc la littérature, je ne l'ai pas apprise. Donc, tu demanderas à Henri et Henri connaît sûrement. Mais sur le fait que ça vient de la physique quantique, oui, c'est pour ça qu'il a mis des oméga alors que je vous ai parlé de vecteurs d'ondes qui ont des cas. Tout le formalisme théorique est emprunté à la mécanique quantique, absolument. Sauf que les pertes en physique quantique, c'est des modes vides, donc ça ne passe pas tout à fait comme ça. Enfin, on pourra en discuter. Oui, sur les sources dans l'infrarouge, vous avez dit qu'on est laser à cascade quantique, vous avez analysé ça comme ça, a l'air de dire que ça ne marche pas au sens. Tu veux ça ou tu préfères le micro? C'est la micro, donc moi, si tu veux que ça marche. Ça va pas marcher parce que ton truc. Ça faut un peu. Ah oui. Oui, d'accord, je suis passé vite dessus. Non, je suis passé vite dessus, je suis d'accord. Oui. Là, on a une ANR, par exemple, pour des détecteurs de fumée. Donc des détecteurs de gaz, des choses comme ça. Donc en fait, tu vas faire une cellule émettrice que tu contrôles très bien, et donc pas cher, pour laquelle tu vas multiplier différentes électriques dans l'angle de cellule qui t'intéresse, et puis un petit détecteur en face, et quand il y a du gaz qui passe au milieu, tu peux. Pour l'instant, on n'a pas encore réalisé.